Nous avons souhaité donner la parole à de jeunes actifs pour qu'ils témoignent de leur parcours, de leurs attentes, du choix qu'ils ont fait de revenir en Martinique. Ce sont des jeunes qui incarnent l'attractivité, qui incarnent l'avenir de notre territoire. Et je vais donc passer la parole à notre délégué général qui va animer cette session d'échange. Oui, et enfin ils vont se mettre ici. Je vais les appeler après. Bonsoir, messieurs, dames. Je ne réponds pas à la définition qui vient d'être donnée par la présidente. N'ayez pas peur, hein, c'est pas... Hein? Non, mais je ne suis pas un jeune actif trentenaire et tout, hélas, puisque j'ai 67 ans aujourd'hui. Je suis ravi... Je suis vraiment ravi de fêter cet anniversaire avec vous. Merci beaucoup. Vous avez sans doute constaté que ce mois de juin, c'est celui des assemblées générales, de nombre d'organisations et particulièrement de celles qui réunissent des chefs d'entreprise. Au fil du temps, il y a une habitude qui a été prise. Contact Entreprise y a pris part d'ailleurs, pour l'établissement de l'ordre du jour de ces réunions, qui sont pour chacune de ces associations la réunion principale de l'année. Eh bien, une conférence toujours extrêmement intéressante suit la partie statutaire de l'Assemblée générale. Un peu comme une récompense pour celles et ceux qui ont enduré stoïquement, qui ont subi sans broncher la lecture des rapports d'activité financiers, qui ont voté les résolutions et tout. Cette lecture était parfois aride. Certains dans la salle se rappellent, pour ceux qui nous concernent, la conférence qui avait été donnée par Claude Valentin-Marie, qui est un sociologue démographe martiniquais, qui est on peut dire, le spécialiste mondial de la question qui nous préoccupe tant, la crise démographique en Martinique. Et je me rappelle que, bon, on était content d'avoir eu un excellent conférencier, mais l'ambiance était quand même un petit peu plombée, parce que le titre de la conférence, c'était « Les tendances socio-démographiques de la Martinique ». Et il nous avait dit vraiment très clairement, très finement, tout ce qui est en train de se passer maintenant, puisque son étude était sortie dès 2012. Et puis après, au fur et à mesure, bon, les gens ont compris ce qui était en train de se passer. Et notre présidente, Lucie Manuel, a eu l'idée que je vous laisse juger, je trouve qu'elle est intéressante, de rompre avec cette tradition et de donner la parole à des jeunes Martiniquais. Et Martiniquaises, quand je dis jeunes, ce sont des très jeunes trentenaires, voilà, qui ont en commun d'avoir fait des études, comme on dit, des études brillantes, c'est vrai, d'être déjà porteurs de très solides expériences professionnelles et surtout d'avoir fait un choix de vie fort, puisqu'ils sont revenus vivre et travailler en Martinique alors qu'ils ont tous la formation, l'expérience pour réussir leur vie professionnelle et leur vie tout court en n'importe quel endroit de la surface de la planète. Mais ils ont choisi de revenir en Martinique. Nous donnons donc la parole pour de relatifs courts témoignages de 5-6 minutes, et je vous préviens, 5-6 minutes, j'y veillerai. Donc j'appelle à la tribune très, solennellement, Alexandra Élysée. Je t'en prie, Alexandra. Anissé Zadik. Azaria Rémillon. Stéphane Bosch. Et Ayana Mouflet.
Voilà, alors c'est Alexandra qui va en quelque sorte ouvrir le bal. Donc je la présente très succinctement puisque je vais pas, elle n'a que 5 minutes en plus. Bon, Alexandra est directrice générale des entreprises de la famille Élysée. Tout le monde ici, ce que ça veut dire en termes de continuité d'entreprise. Enfin, c'est la 4e génération, c'est ça? Voilà. Alexandra, bien, tu as la parole pour nous dire qui tu es, d'abord, très simplement. Quel est ton parcours? Les défis qui sont les tiens aujourd'hui, qui sont, je crois, assez sérieux. Et puis, quand même, et je ne vais pas le répéter pour tous nos orateurs, de quelle Martinique tu rêves? Parce que une des raisons pour lesquelles on a choisi de vous donner la parole, c'est que, bon, les personnes un peu plus âgées comme moi, bon, peut-être que c'est pas nous qui allons faire la révolution, c'est peut-être même pas nous qui allons faire l'innovation. Tandis que vous, ça pèse sur vous. C'est vous qui allez faire la révolution, c'est vous qui allez faire les innovations. Voilà. Mais je suppose que tu as une vision de la Martinique qui n'est peut-être pas exactement celle que j'ai. Voilà. Alexandra, c'est à toi. J'ai grandi en Martinique et puis 1 an après mon baccalauréat, j'ai fait le choix que beaucoup d'entre nous ont peut-être fait, celui de partir. Donc partir, c'était pour 2 raisons. La première qui était une raison personnelle, bizarrement. Je pense qu'on est de plus en plus à avoir une double culture, des parents qui ne sont pas forcément que martiniquais. Et donc j'avais clairement une question, je me sentais pas finalement tant que ça chez moi ici, j'étais très bien, très heureuse, mais en même temps j'avais l'impression de ne pas rentrer dans une case et donc qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. La deuxième raison, c'était clairement une raison professionnelle, c'est que je me disais qu'il fallait absolument que je parte pour trouver un environnement de travail en tant qu'étudiante. Donc j'ai fait d'abord 4 années de droit à l'université de Nanterre, j'ai fait un master de droit des affaires, je rêvais d'être avocate, je me voyais un peu le Zorro des tribunaux. Mais en fait non. Au bout de 4 ans, je me suis dit que ça me plaisait moins. Donc j'ai passé les concours pour intégrer ce qu'on appelle les admissions sur titre, donc j'ai intégré une école de commerce en 2e année, donc j'ai intégré l'ESSEC, dans la très jolie ville de Cergy-Pontoise, et dans laquelle j'ai passé donc 4 ans. Et là, j'étais entre 2 rêves, celui d'être journaliste, sans que je suis partie un peu dans tous les sens, mais je rêvais d'être journaliste et je rêvais aussi de mettre des snacks Élysée à Paris. Donc voilà, il fallait absolument un bagage théorique. Donc après tout ça, j'ai fait encore un master de journalisme dans une école pas folle à Paris qui s'appelle le SJ Paris, mais qui avait au moins le mérite de me donner la formation théorique, d'être à Paris et que ça dure qu'1 an parce que j'en avais quand même un petit peu marre. Et donc là, j'ai intégré donc j'ai bossé un petit peu à La Réunion, c'était hyper intéressant, très riche. Et là, j'ai intégré le groupe TF1, enfin c'était Eurosport, la chaîne spécifiquement. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Il y en a beaucoup à la sortie d'école de commerce qui ont envie de travailler dans des grands groupes. Mais en fait, moi, j'avais clairement envie de responsabilité. Je préférais m'éclater dans mon boulot et qu'il n'y ait pas cette marque. Et donc, ils m'ont proposé un CDI et j'ai préféré partir et donc rentrer en Martinique. Qui était donc le 2e temps fort de ma vie parce que, en fait, pour beaucoup, rentrer en Martinique, c'était un peu assimilé à un échec. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette espèce d'héritage que, en fait, quand on était bon, on partait, quand on était bon, on restait, puis même on partait à l'international. Et clairement, même ma maman, que j'aime beaucoup, que certains connaissent peut-être, m'a dit quoi, mais tu vas rentrer, mais elle me voyait Claire Chazal sur TF1 et finalement j'allais faire ATV, donc qui est très bien et que j'adore, mais pour elle c'était un échec. Bref. Donc, mais non, j'ai pris mes petites valises, je suis partie. J'avais l'impression aussi d'avoir fait un petit peu mes 10 années qui me permettaient de savoir un peu qui j'étais. Et clairement, j'avais l'ADN de la Martinique dans mes veines. Je me sens plus martiniquaise finalement que personne. J'avais réussi à comprendre quelle était ma place, c'est-à-dire que j'avais pas de case, mais que j'étais partout et que j'étais très heureuse ici et puis point barre. Et donc, je suis rentrée et clairement, mon retour a été une évidence. Et je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est-à-dire que c'était clair, je voulais rentrer. Alors, j'étais pas dans cette démarche, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'était clairement quelque chose de complètement égoïste. Et donc, j'ai travaillé à TV et j'ai été hyper heureuse. J'ai monté ma boîte de production, j'ai fait mes émissions et j'ai fait finalement 10 fois plus que ce que j'aurais fait à Paris si j'étais restée à TF1.
où j'avais très certainement un salaire beaucoup plus élevé, une étiquette plus jolie, mais c'était pas ce que je voulais, quoi. Et je pense qu'on est un peu tous de cette génération où on a clairement envie de s'éclater dans ce qu'on fait professionnellement. Ça a duré quelques années, mais j'avais aussi cette fibre entrepreneuriale en moi. Et donc, à côté du journalisme, je m'occupais d'un bar de confiserie qui est dans le cinéma de Madiana. Et donc, la journée, je faisais ça. Enfin, j'étais un journaliste et le soir, je travaillais à Madiana. Et puis voilà. Et puis quand vous avez quelque chose en vous, il y a un moment où en fait ça grandissait. Et puis au final, le cinéma a pris le pas sur le journalisme. Et puis j'ai arrêté le journalisme un jour où je me suis dit bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis hyper heureuse. Je suis franchement très fière de ce que j'ai fait. Bon maintenant je passe à autre chose. Et voilà. Et donc le circuit journaliste puis entrepreneur était clairement plus logique que l'inverse. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Et puis évidemment en arrivant, il y avait plein de chantiers. Le chantier évidemment de Madiana. Je ne sais pas si tout le monde a suivi qu'on a refait quand même Madiana. Donc en 1 an et demi, j'ai eu mon 2e enfant, j'ai fait le chantier de Madiana. Il y avait une loi à changer aussi sur le cinéma. Donc ça a été extrêmement intense, mais complètement passionnant. Et clairement, en termes de cadre de vie, je suis hyper heureuse. En termes de vie professionnelle, c'est extrêmement riche. En tout cas, tout ce que j'ai fait en l'espace de 5 ans, c'était extrêmement galvanisant. Et donc, l'équilibre familial va avec. Donc, clairement, on posait la question du retour. Je trouve qu'on a une chance exceptionnelle. Et moi qui ai du coup côtoyé des gens qui ont fait du droit avec moi et qui sont restés mes amis, ou qui ont été à l'ESSEC avec moi et qui sont restés mes amis, ou qui ont été journalistes, en fait, je me rends compte que de tous mes amis, quel que soit le secteur d'activité, en fait, au final, je suis la plus heureuse de toutes parce que ceux qui travaillent chez Gilles, ils travaillent hyper tard, ils n'ont pas forcément la qualité de vie qu'on a ici. Ceux qui sont journalistes, en fait, ils sont finalement dans un secteur spécifique et donc ils galèrent pour essayer d'évoluer. Enfin bref. Et donc voilà. Donc bon, clairement, je peux pas dire. Moi, le bilan que je tire de ce départ et de ce retour est extrêmement positif. Et pour rien au monde, je changerais ce que j'ai fait. Après, vous posiez la question de savoir un petit peu quelle était la vision qu'on a de la Martinique et ce qu'on aimerait y faire. J'ai eu du coup quelques années pour y penser, mais je pense que je suis encore un petit peu trop immature pour avoir la vraie vision que certains qui ont beaucoup plus d'expérience ont aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que je pense qu'on a tous été biberonnés à l'écologie en cours. Et clairement, quand on passait les concours, d'ailleurs, on savait toujours qu'on allait tomber sur quelque chose sur l'écologie, le développement durable, la transition énergétique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est en nous et dans lequel, en tant qu'entrepreneur, on va devoir aller. Et que être une entreprise éco-responsable, ça deviendra l'avenir. Alors c'est un peu compliqué chez nous parce qu'il n'y a pas forcément toutes les filières du début à la fin, parce qu'il n'y a pas forcément les outils, il n'y a pas forcément aussi l'envie et les habitudes. Mais en tous les cas, je pense clairement que c'est une direction que je vais essayer de prendre, aussi difficile soit-elle, pour essayer qu'on soit un petit peu précurseur. J'ai passé le délai, c'est ça ? Mais tu es exactement dans le délai, ça fait 5,59. Okay. Je vous jure, on ne s'est pas consulté. Mais elle m'offre une transition qui est magnifique parce que figurez-vous que le prochain orateur, c'est un certain Anissé Zadik. Et ce gars-là, je vous demande d'applaudir Alexandra. Alors Monsieur Zadik, et je vous le donne en 1000. Il est docteur en énergie et environnement. Je vous jure que c'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est harmonieux, ça se passe très bien. Voilà. Alors, Anissé est ingénieur, il est docteur en énergie et environnement. Il est aussi, c'est important pour nous à Contact Entreprise, vice-président de l'ACPA. L'ACPA, vous savez peut-être pas ce que c'est, l'association classe préparatoire antillaise, qui, comment dirais-je, facilite le départ des jeunes, mais aussi et surtout, je dirais, facilite également le départ en formation, évidemment, facilite aussi leur retour en Martinique quand ils sont diplômés. Et donc, Contact Entreprise a une convention avec l'ACPA pour pouvoir aider l'ACPA, qui a les mêmes objectifs que nous, aider au retour. Et par exemple, c'est arrivé que Contact Entreprise rencontre la classe préparatoire du lycée Frantz Fanon. Ils sont venus à la Tour Lumina
Et l'ACPA leur expliquait pourquoi, même s'il fallait se former, partir, réussir, être ingénieur, etc., garder un œil sur votre pays, la Martinique, parce que vous y avez votre place et il y a des possibilités. Donc ne vous coupez pas, faut pas partir avec l'idée que c'est un départ sans retour. Il y a des possibilités en Martinique. La Martinique peut vous accueillir. Tu as la parole, Anissé. Merci Jean-Paul. Bonsoir à tous. Merci à Contact de m'offrir cette occasion de parler à autant de dirigeants et de chefs d'entreprise martiniquais. Alors, pour ma part, j'ai quitté la Martinique à 18 ans pour entamer un cursus classe prépa scientifique, suivi d'une formation ingénieur. Et puis finalement, une fois diplômé, j'ai décidé de poursuivre un doctorat. En gros, je me suis assez rapidement spécialisé sur des thématiques qui me tenaient à cœur, qui est rentré en accord avec mes aspirations et mes convictions personnelles, à savoir les énergies renouvelables et plus largement l'environnement. Donc tout au long de mon parcours académique et professionnel, j'ai pu m'enrichir d'expériences internationales significatives. Donc j'ai pu étudier et travailler au Brésil et aux États-Unis. Et puis pendant toutes ces années, à l'extérieur du territoire, petit à petit, s'est forgé une envie de contribuer au développement de la Martinique. C'est vrai qu'au début, je pensais contribuer à distance, on va dire, et puis finalement, il y a eu un coup du sort. J'ai pu rentrer physiquement sur le sol martiniquais. Alors un mélange de provocation du destin et puis d'aléas. Et pour ceux qui me connaissent, évidemment, depuis que je suis rentré, je me suis vraiment impliqué associativement pour la Martinique sur des thématiques liées justement à la formation académique, au départ des jeunes et au retour des diplômés. Mais c'est vrai que mon vécu, ainsi que celui d'autres que j'ai été amené à côtoyer, à suivre, voire même à aider, et finalement ont quelque peu affaibli mon optimisme débordant des débuts. Alors je vais m'expliquer. Si je reste résolument positif, j'ai bien dû accepter la Martinique telle qu'elle se présentait à moi quand je suis arrivé et telle qu'elle se présente encore aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on rentre en Martinique et que voilà, on est jeune, dynamique, diplômé, instruit, etc., finalement, lorsque le reste du monde nous ouvre les bras, eh bien, lorsqu'on rentre, en tout cas dans les débuts, j'ai envie de dire, on reste jamais très loin de sa valise. Car la réalité, c'est que l'on revient souvent pour un poste précis, c'est-à-dire finalement dans une entreprise donnée, avec un poste unique quelque part, au moment du retour en tout cas, et on se retrouve à rentrer sur un territoire sans avoir du tout la certitude que le tissu économique local nous permettra de rebondir en cas de pépin, parce que ça peut arriver, ou en cas d'envie, d'évolution, de progression. Voilà, puisque finalement, lorsqu'on part à 18 ans, eh bien, on connaît pas grand-chose du monde économique local, et quand on rentre, eh bien, finalement, on redécouvre presque littéralement son territoire. Si revenir en Martinique, c'est un pas, ranger définitivement sa valise est aujourd'hui un acte militant qui signifie « je suis chez moi », et bien que ce soit compliqué, je ferai tout ce qu'il faudra pour y rester. Et puisqu'on parle d'un chez-soi, d'une maison, parlons d'économie, puisque vous êtes tous des acteurs économiques, mais de l'économie au premier sens du terme, c'est-à-dire au sens de la gestion de la maison. Qu'est-ce que la maison Martinique aujourd'hui ? Eh bien, une maison où les membres se déchirent, problèmes entre les communautés, cancans politiques, non-communication ou incompréhension entre les politiques et le secteur privé. Voyez-vous, je suis rentré dans une maison où les membres se disputent aujourd'hui, en ce moment, pour savoir quel drapeau planter au fond du jardin. Revenir en Martinique, oui, mais pour faire quoi, comment et avec qui ? Si les solutions seront nécessairement collectives, la situation actuelle l'est tout autant. Car pour en arriver à ce résultat-là, près de 4000 habitants en moins chaque année depuis beaucoup trop longtemps, c'est que chaque entité sociale, politique, publique et privée a failli. Il est temps de dépasser les phrases creuses et les effets d'annonce, car si les Martiniquais partent ou ne restent pas, c'est pour se développer personnellement, professionnellement, pour découvrir le monde et donc pour développer leur esprit critique. Et cela, tout niveau d'instruction confondu, bien évidemment, ils ne sont pas dupes et ils nous regardent. Alors, où commencer ? Économie bleue, éco pour l'eau, économie verte pour la transition énergétique, économie marron pour l'économie circulaire, économie grise, la silver economy,
le tout catalysé par le digital, nous dit-on. Voilà ce qui ressort dans les discours, dans chaque promesse. Mais quelle feuille de route, quelle structuration des filières, quels moyens humains et financiers fléchés concrètement, et quelle place pour notre jeunesse dans tout cela? Bleu, vert, marron, gris. On dirait que la palette des couleurs est sortie et que l'on demande et que l'on dit à la jeunesse, on a mis la pagaille. Bon, c'est vrai, maintenant, allez-y, c'est à vous, dessinez-nous quelque chose de sympa. Vous l'aurez compris, je questionne ici la capacité de vos générations à intégrer le changement et la nouveauté, et notamment dans vos structures. Car il n'y aura pas que des start-upers qui reviendront. Pour la plupart, ceux qui rentreront seront de nouveaux collaborateurs qui rejoindront vos structures pour mener avec vous ces défis. Or, sans changement de votre côté, il n'y aura aucun changement. Si la jeunesse doit s'accommoder des modes de fonctionnement existants, alors elle perdra, sitôt rentrée, toute capacité de transformation. Il ne s'agit plus de rêver, ni de faire rêver. Il s'agit de se réveiller et de se mettre au travail, tous, ensemble et partout. Changeons-nous, nous-mêmes et à notre niveau, puis changeons nos structures. Et si nous nous montrons capables d'accueillir le changement, alors nous accueillerons notre jeunesse. Merci Anissé. Je crois qu'il fallait entendre cette parole. Eh bien, figurez-vous que c'est le type de parole qu'on entend, nous, chaque semaine à Contact Entreprise, parce que j'ai oublié de vous le dire. L'ACPA est représenté au sein du bureau de Contact Entreprise. Donc, chaque semaine, on a un représentant de l'ACPA qui peut être Anissé, qui peut être un autre ou une autre de ses camarades, qui est un contributeur du travail que nous faisons et qui nous critique vraiment chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est une voix qui est importante pour nous et qui a changé, je crois, un certain nombre de choses dans notre manière d'appréhender un certain nombre de problématiques. Merci Anissé. Donc je vais maintenant appeler Azaria Rémillon, qui est docteur en biotechnologie, et je ne vais pas m'étendre longtemps. Elle conduit un projet d'une importance fondamentale pour l'avenir de la Martinique et de la Caraïbe. Rien que ça, mais je ne vous en dis pas plus. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Azaria Rémillon, je suis docteur en biotechnologie, spécialisée en virologie médicale. Je vais faire comme mes camarades, je vais vous résumer mon parcours. Tout d'abord, j'ai obtenu un bac S, option biologie au lycée Victor Schœlcher, l'ancien, à Fort-de-France, en 2005. Et puis, je pense comme tout le monde ici, j'ai choisi de partir en France pour mes études en biotechnologie et biologie. Juste, avant de continuer, je vais vraiment définir le terme de biotechnologie parce que je pense que tout le monde l'a déjà entendu par moi et par vous ici, mais vraiment une définition de la biotechnologie. En fait, les biotechnologies, c'est le domaine qui recouvre l'ensemble des technologies et des applications qui cherchent à modifier les matériaux vivants pour en faire de la recherche scientifique. Donc, soit pour augmenter la connaissance sur l'humain, soit pour en faire des produits ou des services commercialisables. Voilà, maintenant que le terme est déplacé, je peux continuer. Donc, après ma licence obtenue à Toulouse, une licence en biochimie, biologie moléculaire, je suis arrivée à l'Institut Pasteur de Paris pour mon master 2 recherche en virologie. Puis, je suis restée à Paris pour faire un doctorat en biotechnologie spécialisé en virologie, spécialisé sur le VIH. Et ça me fait rire parce que quand j'entendais mes camarades, on ne s'est vraiment pas concerté, mais en tout cas, c'est les mêmes structures de récits, vous allez le voir. Après 10 ans d'études, j'ai choisi donc de ne pas être simplement un rat de laboratoire, j'ai choisi d'avoir une double compétence, donc je suis devenue business développeur à l'international de CRO. C'est quoi une CRO? Une CRO, donc c'est une Contract Research Organization, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui fournit sur une base contractuelle, donc de façon payante, des services à l'industrie pharmaceutique ou à la biomédecine. Et donc j'étais à un poste un peu hybride entre le chercheur et le commercial. Je devais comprendre les besoins de mes clients, qui étaient donc des chercheurs et des scientifiques dans leurs instituts de recherche, pour pouvoir leur fournir donc des services et des produits à haute valeur ajoutée que fournissait ma CRO. Donc,
dans ce cadre, j'étais amenée à voyager, à négocier donc, dans le monde des affaires. Je vendais donc des protéines, des produits vivants, des virus, enfin toutes sortes de produits et de services qu'il faut pour pouvoir faire de la recherche et du développement en biotechnologie. Et donc en 2016, je pense que comme les prédécesseurs, j'ai ressenti cet appel qu'il était temps de rentrer chez moi parce que je suis restée connectée à l'actualité et j'entendais toutes sortes de dossiers qui je savais avaient besoin de mes compétences. Je vais commencer par le dossier sur les perturbateurs endocriniens. Ensuite, il est venu la crise Zika, que tout le monde connaît ici, avec les malformations que subissaient les fœtus. Ensuite, on a eu droit à la pollution chlordécone, qui est un horrible sujet qui me touche profondément de savoir que toute ma population est impactée aujourd'hui. Tout le monde dans la salle ici est contaminé par le chlordécone. Et puis le coup de grâce, ça a été les sargasses. Encore une pollution qu'on devait subir, encore et encore, sans pouvoir réagir. Et je savais que mes camarades, tout comme moi, donc étaient parfaitement compétents. On était tous exilés. Il faut vraiment poser le mot. On est vraiment exilés parce que si on tente de rentrer chez nous, en Martinique, avec ces diplômes de scientifiques, on est condamné à l'emploi précaire, je pose vraiment le mot, à l'emploi contractuel, parce qu'il n'y a pas de structure qui est à même à nous donner un emploi à la hauteur de nos compétences. Donc moi, j'ai fait ce choix, Paris audacieux, je me suis dit, les sargasses, il y a vraiment quelque chose à faire, donc je me suis attardée, j'ai fait ma recherche bibliographique en tant que chercheur, et il faut savoir, mesdames, messieurs, qu'il y a plus de 350 espèces de sargasses à travers le monde, et d'autres équipes scientifiques. Je parle des Chinois, des Japonais, des Mexicains. Ils ont déjà fait ce travail sur leur sargasse. Ils ont déjà prouvé que la sargasse est une mine d'or en termes de bioressources. On peut y trouver donc des molécules actives et utiles en pharmacologie, que ce soit des molécules antivirales, antimicrobiennes, antiparasitaires, antifongiques, c'est-à-dire de lutte contre les champignons, anti-cancer, qui peuvent nous protéger aussi contre des maladies neurodégénératives. Je parle de Parkinson, Alzheimer, et toutes sortes anti. Donc là, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose, parce qu'on a toute cette bioressource. La Martinique est vraiment, quand j'entends les termes biosphère, c'est vraiment ça, on est vraiment dans la Caraïbe, on est vraiment dans des îles riches en termes de bioressources à portée de main, en quantité presque illimitée. Et on a toutes les compétences, donc quand je vois les personnes ici, on a toutes les compétences en termes de matière, mais aussi en termes humains pour pouvoir travailler sur ces dossiers qui nous concernent. Donc j'ai fait le choix de rentrer pour proposer donc ce projet qui est actuellement porté par l'association Arvarnan, qui est l'association sur la recherche pour la valorisation des ressources naturelles de la Martinique. Et puis si on va commencer par les sargasses, on a encore plein d'autres projets, qui est de vraiment faire ce travail avec le réseau Tramil qu'on a évoqué aujourd'hui, donc le docteur Emmanuel Ndoussin, pour vraiment comprendre toute la richesse de nos bioressources à portée de main, pour les valoriser et en faire des choses, des outils d'attractivité. Parce que c'est avec de tels projets qu'on va faire revenir donc, des personnes comme nous. Parce qu'il faut savoir que sans contrat, sans emploi, à la clé, on a peur. On a peur de faire le choix. Et seuls quelques-uns d'entre nous donc, ont l'audace de cette âme entrepreneuriat. Je ne peux pas leur lancer la pierre de ne pas vouloir le faire. En tout cas, si je peux lancer un message à vous tous aujourd'hui, il faut vraiment que vous preniez conscience que, à mon sens, la Martinique est en train de rater un tournant des biotechnologies qui sont vraiment une révolution qu'on ne peut pas se permettre de rater. Parce qu'on est une terre de bioressources à profusion et on a tous les cerveaux pour pouvoir travailler dessus. Donc, pour les faire revenir, il suffit de soutenir des projets comme celui-ci, comme les autres vont vous présenter. En les soutenant, cela va dégager donc des emplois potentiels pour permettre à tous ces cerveaux de revenir. Voilà. Merci beaucoup, Azaria. Je donne la parole maintenant à Stéphane Bosch. Stéphane Bosch est ingénieur avant-vente chez Caritel. Il est de retour en Martinique depuis 2 années, après 10 années d'expérience dans l'Hexagone. Il nous parlera de cette expérience et puis de la manière dont s'est passé son retour en Martinique et ce qu'il espère y faire et y réussir. Bonsoir à tous. Donc, mon parcours, je vais commencer par l'expliquer, notamment sur mon parcours professionnel, d'abord mon parcours scolaire. J'ai voulu d'abord commencer par tout ce qui est technologique. Donc j'ai un bac STI, génie électronique.
C'est un domaine qui m'intéressait déjà très jeune, tout ce qui est technologique, technique, digital. Je suis ensuite monté en compétence, j'ai passé un BTS technico-commercial parce que je me suis dit qu'on est sur une île, donc il ne faut pas que je me ferme dans un seul domaine. Donc j'ai essayé vraiment de partir sur une partie commerciale mais également technique pour savoir tout simplement de quoi je parle. Ensuite, je me suis dit, je suis sur une île, l'insularité c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. J'ai décidé de partir en métropole pour faire un BTS, pas un BTS, une licence, logistique, ce qui m'a permis de comprendre un petit peu tout ce qui était flux maritime, comprendre un petit peu comment fonctionne le monde de la logistique, surtout par rapport à une île comme la nôtre. J'ai eu la chance pendant cette période de faire des stages dans une société que tout le monde connaît, Chronopost, ce qui m'a permis de commencer à mettre le pied dans l'e-commerce. Donc avec tout ce qui est flux de commandes en ligne, de vente à distance, notamment pour les 3 Suisses, la Redoute. Et ça, toujours dans l'optique de revenir en Martinique, je me suis dit, tiens, logistique, e-commerce, Martinique, c'est logique pour moi, il faut que j'y aille. Donc j'ai continué ma voie, j'ai fait un master en commerce électronique, suivi d'un master 2 en jeu communication et en jeu technologique, donc toujours en région parisienne, ce qui m'a permis ensuite de passer sur des sujets comme l'e-commerce, notamment auprès de la grande distribution. J'ai travaillé notamment pour le groupe, pour Système U, donc tout ce qui est le marché U, Hyper U. Les projets sur lesquels j'étais étaient essentiellement des projets e-commerce de type alimentaire, donc mise à jour et refonte de plateformes e-commerce, donc courseu.com. Comment acheter ses produits en ligne, trouver des scénarios pour que le client qui vient faire ses courses puisse les retrouver, etc., etc. Donc l'objectif était d'améliorer l'expérience des clients e-commerce autour d'une plateforme de grande distribution comme ce que Système U proposait. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler, enfin la chance de travailler dans des cabinets de consulting. Donc, ce qui me permettait aussi de toucher d'autres domaines. J'ai travaillé notamment chez Géodist, qui est une grosse plateforme logistique, je pense que vous connaissez, sur Paris. Donc, toujours dans l'amélioration des outils digitaux de Géodist, de la communication interne. Donc, malgré ce parcours assez éclectique, j'ai essayé de rationaliser mon raisonnement et de me dire, voilà, toutes ces expériences pourront m'être utiles lorsque je reviendrai en Martinique. En 2015, quand je suis revenu en vacances ici, je me suis dit, tiens, il faut que je commence à réfléchir à comment je fais pour revenir en Martinique, qu'est-ce qui se passe en Martinique. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Joannel, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais on s'est déjà rencontrés en 2015. Je me suis dit, je vais frapper aux portes, je vais essayer de rencontrer des entreprises, des entrepreneurs, pour savoir ce qui se fait, et essayer de proposer mes services, de créer un besoin au niveau de mes compétences. Donc c'est ce que j'ai pu faire, j'ai rencontré des acteurs de la communication, des acteurs e-commerce, des acteurs du digital, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur de Rénal également. Toutes ces personnes m'ont vraiment aiguillé sur l'avenir de la Martinique, m'ont permis aussi de réfléchir aussi à ce que je pourrais offrir comme compétences et du coup me permettre également d'évoluer. Hop, je vais peut-être changer de micro. Non ? D'accord. Donc voilà, j'ai vraiment réfléchi au cours de ces années pour savoir vraiment qu'est-ce que je pourrais ramener à la Martinique par rapport à mon parcours. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer mon employeur actuel lors d'un meet-up sur Paris et il m'a proposé un poste qui ressemblait vraiment à mes attentes en termes de e-commerce, en termes de gestion de projet digital. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est l'opportunité que j'attendais. C'est l'opportunité aussi que j'ai cherché parce que je me suis fait connaître auprès des entreprises. Lorsqu'on est à Paris, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'ai l'impression de ne rien savoir de ce qui se passe en Martinique. Donc, si je n'avais pas fait cette démarche d'aller moi-même voir les entrepreneurs en toquant à la porte, pas pour forcément déposer un CV ou etc., mais juste savoir ce qui se fait, je n'aurais pas pu aujourd'hui faire mon métier, je n'aurais pas pu vendre entre guillemets mes compétences et les apporter au tissu économique martiniquais. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur d'affaires chez Caritel, qui est une société qui fait de l'affichage dynamique. L'affichage dynamique est un outil de communication digitale
qui permet de communiquer sur des écrans dans un point de vente, dans un point de service ou dans un réseau de points de vente. Donc l'idée, pour moi, était de permettre à cette entreprise, grâce à mon background un peu digital, e-commerce et surtout web marketing, d'apporter les outils nécessaires, mes compétences pour pouvoir développer cet outil. Et notamment sur des projets assez innovants. J'ai eu l'occasion notamment de travailler avec le groupe Élysée, du coup. Super projet qu'on a dû mener très rapidement avec notre partenaire Samsung, puisque aujourd'hui, la société pour laquelle je travaille est partenaire exclusif de Samsung. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on monte en compétences très vite. On est accompagné et aujourd'hui, on peut faire évoluer très vite nos solutions. Donc moi, ce que je retiens dans mon parcours après ces 10 années, c'est que voilà, pour ma part, j'ai gardé en tête l'idée de revenir en Martinique. Ensuite, j'ai structuré mon expérience, mes formations, en me disant, je pourrais en avoir besoin. Donc, j'ai vraiment orienté mes recherches et mes postes sur des sujets qui, je sais, auraient été intéressants d'avoir en Martinique, pour ensuite apporter ma vision, mes compétences et l'expérience que j'ai eue dans les différents domaines qui restent quand même communs, le web marketing et le digital. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Caritel. Ça se passe très bien. Pareil, j'avais aussi une appréhension sur la partie salaire. Il y a quand même des entreprises qui font l'effort de faire revenir les jeunes et qui leur permettent d'avoir des salaires qui s'approchent, qui s'approchent de ce qu'on a lorsqu'on est en bac plus 5 sur Paris. Donc, au-delà de ça, il y a aussi l'envie de revenir et de faire évoluer la Martinique. C'est aussi ce qui m'a motivé, parce que je pense qu'on en a besoin. Je ne vois pas pourquoi d'autres pays, d'autres villes, parfois aussi petites que la Martinique, arrivent à se développer sur ces sujets. Donc, pourquoi pas nous ? Donc l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de continuer ces expériences, de continuer d'apporter ma pierre à l'édifice sur un sujet que je maîtrise aujourd'hui, que je pense maîtriser, mais qui continue à évoluer. C'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, j'espère que vraiment d'autres compatriotes comme moi auront ce réflexe de s'intéresser à ce qui se fait, de s'adapter aussi, parce qu'il faut savoir s'adapter aussi. Comme mes collaborateurs le disaient auparavant, il faut quand même avoir aussi cet esprit critique pour savoir ce qu'on fait et imaginer son parcours professionnel. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bosch. Notre dernière intervenante est Ayana Mouflé, qui, elle, se définit simplement comme la fondatrice et la présidente de l'association L'École Vert. Voilà. Donc on saura ce que tout cela veut dire. Voilà, vous avez 6 minutes. D'accord, très bien. Bonsoir à tous. Donc merci à Contact Entreprise pour l'invitation et je suis vraiment enchantée de découvrir les parcours de ceux que je ne connaissais pas encore et de connaître un peu plus ceux que je connaissais déjà. Donc à mon niveau, donc je vais parler un petit peu de mon parcours. Je vais faire assez rapide parce que j'avoue que j'ai assez hâte d'arriver sur mes espoirs pour la Martinique puisque c'est ce qui m'a ramenée ici. Donc mon parcours, donc j'ai fait Sciences Po Toulouse. J'ai fait Sciences Po Toulouse avec au départ pour ambition et envie de m'impliquer finalement dans la vie sociale, civile, humanitaire, politique. C'était une idée assez vague au démarrage. Ensuite, donc j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences professionnelles un petit peu en Amérique latine, en Argentine, à la Ligue argentine des droits de l'homme notamment. Je suis partie à Manchester étudier pendant 6 mois sur les mouvements sociaux. Je suis rentrée en Martinique faire 6 mois de mémoire. Je suis repartie. J'ai été admise à l'École normale supérieure de Paris. Donc du coup une grande fierté pour moi puisque mon modèle était depuis très longtemps Aimé Césaire comme beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de jeunes Martiniquais on va dire. Donc j'ai eu ensuite l'occasion d'avoir diverses expériences professionnelles dans la haute fonction publique, donc à l'ambassade de France à Brasilia, à la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à l'UNFPA, donc l'Union
en fait l'Agence des Nations Unies pour la population, enfin tout un tas d'expériences finalement vraiment liées à la science politique, et puis avec cette envie d'agir pour le monde, pour l'écologie, pour l'humanité, encore une fois avec cette envie finalement d'altruisme. Mais j'avais toujours en tête l'idée de rentrer en Martinique pour apporter ma pierre à l'édifice, comme nous tous, comme nous qui sommes là aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un déclic, on va dire, déjà à ma période de master où j'ai commencé à me spécialiser dans le développement durable, donc un master 2 développement durable suivi de différents stages, de différentes expériences, dont une déterminante, donc que j'ai évoquée brièvement tout à l'heure, c'est la FAO. Donc l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. J'étais en parallèle dans une association de permaculture qui m'a permis de découvrir un petit peu des pratiques d'agriculture durable que j'ai souhaité finalement mettre en pratique à mon retour en Martinique. Puisque effectivement, donc on a tout un ensemble de problématiques. La chlordécone en est une, donc c'est celle à laquelle j'ai choisi de m'attaquer. Donc aujourd'hui, l'École Vert Martinique, c'est une association qui est créée depuis 2017. Donc nous sommes 7 salariés qui œuvrent au quotidien pour la promotion de l'agroécologie, le développement de fermes biologiques et qui croyons finalement à la possibilité de mettre en place une certaine forme de souveraineté alimentaire en Martinique et une forme de transition agricole, de souveraineté alimentaire et agricole. Donc aujourd'hui, il y a 10 000 hectares de terres en friche, 25 000 hectares de surface agricole utile. Donc il y a de quoi faire. Certes, la chlordécone est une problématique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous ces hectares, il n'y en a que 10 000 qui sont pollués, et que sur les hectares pollués, il est possible de cultiver des cultures non sensibles, en l'occurrence des vergers. Donc tout est à faire, et dans divers domaines, comme on le disait tout à l'heure. La Martinique est pleine de ressources, et finalement c'est à nous jeunes, et c'est à nous entrepreneurs d'être finalement les clés de ce changement-là. Voilà, et donc j'en arrive finalement à ma vision d'un avenir pour la Martinique, à mon espoir pour la Martinique. C'est d'une part, donc comme nous tous, comme ce qui a été dit précédemment, faire en sorte que la question écologique puisse être une question centrale. Pour moi, l'entrepreneuriat social est une forme de solution, c'est-à-dire faire en sorte que une entreprise ait une finalité qui soit sociale et environnementale, et économique, et pas simplement une responsabilité environnementale, mais vraiment que dès le démarrage d'une entreprise, alors là je parle des créateurs d'entreprise, pour quelqu'un qui crée son entreprise aujourd'hui, que cette personne soit capable de se dire quel est l'objectif, est-ce qu'il y a un objectif autre qu'économique, est-ce possible d'intégrer la dimension environnementale, sachant qu'aujourd'hui on ne peut plus se mettre des œillères sur cette question-là. Voilà, on sait tous, je ne vais pas reprendre tous les discours sur le changement climatique, qui maintenant voilà, est palpable même dans notre quotidien, dans les cyclones, dans le plastique, voilà, je vais pas m'étaler. Donc un créateur d'entreprise qui pourrait se dire comment puis-je faire, sachant qu'on sait aujourd'hui qu'une bouteille plastique n'est recyclable que 2 fois et qu'elle devient ensuite un déchet qui termine enfoui ou brûlé ou à la mer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je crée une entreprise sans plastique plutôt que de créer un déchet? Voilà, donc ça c'est pour le créateur d'entreprise, et puis pour l'entrepreneur aguerri, qui soit capable finalement d'une certaine forme de courage. Alors bien sûr ce n'est facile pour personne, mais qui soit capable de peut-être revoir sa stratégie et se demander si demain je veux faire revenir des jeunes Martiniquais, peut-être que je peux pas faire l'impasse sur cette question-là, et peut-être qu'il faut que j'intègre vraiment cette dimension à ma stratégie. Et enfin, une dernière chose, sur la question finalement des solutions à trouver ensemble, je pense également que ce sont des solutions qu'on doit trouver ensemble. Alors ça fait un peu une redite, mais c'est-à-dire que la question qu'on pourrait dire communautaire à la Martinique, pour moi est une question sur laquelle on ne peut pas non plus faire l'impasse, parce que les jeunes qui ne reviennent pas ne font pas l'impasse sur cette question-là. Et pour moi, ça peut passer par des solutions innovantes, par des solutions environnementales, c'est-à-dire de se poser la question qu'est-ce qu'on souhaite faire tous ensemble avec nos ressources en Martinique.
que ce soit les eaux, les terres, toutes les ressources, les sargasses qui ne sont pour l'instant pas une ressource mais qui pourraient l'être. Voilà, quelles solutions on peut trouver en commun, ensemble, pour que la Martinique soit société avec des solutions d'avenir. Voilà, merci.